Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour faire un point santé dans ce temps de parole. Et pour en parler, qui de mieux que la présidente de l'ARS, la directrice Dominique Voynet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, première question, Dominique Voynet, on voit les chiffres. À Mayotte, le fameux taux d'incidence. On était à plus de 800, là on est passé à 136, une chute vertigineuse. Comment on peut l'expliquer ? Alors la chute a été rapide et régulière, de semaine en semaine. En un mois, on est passé effectivement de pratiquement 900 à 150 aujourd'hui. Ça change en fonction du nombre de prélèvements faits chaque jour. Ça nous est d'ailleurs souvent demandé sur les réseaux sociaux comment ça se fait. Évidemment, plus on teste, plus on trouve de cas. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir que le pourcentage de tests positifs continue à baisser. On est aujourd'hui, ce matin, à 8,6% des tests qui sont positifs. Ça veut dire que l'épidémie régresse, mais que le Covid est toujours là. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'avec 150 cas pour 100 000 habitants par semaine, dans d'autres régions métropolitaines, on sera en train de s'affoler. Nous, on est sur la décrue. Donc on se dit, ça va mieux, mais c'est pas fini. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de faire une sorte de bilan. C'est vrai que ça fait déjà plus d'un an qu'on a connu notre premier cas de Covid. C'était le 13 mars 2020. On a connu 2 vagues importantes de l'épidémie. Une première en avril-mai l'année dernière. Une seconde ces 2 derniers mois. La deuxième vague a été beaucoup plus intense et beaucoup plus meurtrière que la première. On peut peut-être se poser la question de savoir si la régression rapide de l'épidémie n'est pas aujourd'hui liée au fait que beaucoup de Mahorais ont eu la Covid, des adultes qui ont ressenti des symptômes importants, mais aussi beaucoup de jeunes peut-être qui l'ont eu sans trop le sentir, sans même savoir s'ils le transmettaient ou pas à d'autres, mais ça pourrait nous aider peut-être à avoir une immunité collective. Alors comment le savoir ? Comment le savoir ? Nous avons décidé, et nous sommes la première région à le faire en même temps que la Guyane, nous avons décidé de lancer une grosse enquête de ce qu'on appelle la séroprévalence, savoir quel est le pourcentage de la population qui présente des anticorps, qui a été en contact avec le virus et qui est aujourd'hui relativement protégé de la contamination. Ce qui va nous aider aussi, c'est la vaccination. Et vous savez que ça reste pour nous une préoccupation importante. On s'est battu pour avoir suffisamment de doses. Et aujourd'hui, elles sont surtout dans les frigos. Pourquoi ? Parce que nous avons augmenté le nombre de sites où on pouvait se faire vacciner. Cette semaine, par exemple, on a 8 sites où on peut se faire vacciner, 7 sites fixes et un camion. Et les Mahorais ne se précipitent pas pour aller se faire vacciner. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que quand ils voient les chiffres, quand on voit que ça baisse, 136, vous avez passé maintenant de 8 et quelques, on était à 9,7 samedi, on voit, alors quand on est à 900, etc., on dit oh là là, on a tous peur, on y va. Oui. Quand on voit ça, on dit oh bon, bah, pour finir, j'ai pas besoin parce que les chiffres baissent. Est-ce que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens n'y vont pas? Alors c'est peut-être une des raisons, il y a aussi beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux, mais je voudrais dire ici qu'entre l'inconfort de quelques heures liées au vaccin, puisque certains ont une petite poussée de fièvre ou une douleur au bras sur le site d'injection, et le risque de se retrouver en réanimation, il ne faut pas hésiter. Et je voudrais vous dire ici que si le nombre de cas régresse, nous restons toujours saturés en réa. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui rentre en réanimation, en général, elle y est pour plusieurs semaines. Et donc, quand on est 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines sous un ventilateur, sous un respirateur et avec des difficultés de sevrage de ce respirateur, avec des difficultés de réadaptation respiratoire ensuite, c'est vraiment quelque chose de très handicapant. Sans parler des personnes qui ont perdu la vie. Vous savez qu'en 2 vagues, on a quand même plus de 150 personnes qui sont décédées du Covid. Est-ce qu'on sait plus ou moins les âges ? Alors, le plus jeune avait 25 ans, le plus vieux 90 ans. La plupart des patients sont des gens plutôt âgés, mais contrairement à la première vague, on a vu qu'il y avait des décès chez des gens plutôt jeunes et plutôt en bonne santé. Dans la première vague, on avait surtout des personnes obèses qui avaient déjà du diabète ou de l'hypertension. Et on a eu quand même plusieurs personnes jeunes qui s'en sont pas sorties. Donc là, vous êtes en train de dire que quelqu'un qui est en bonne santé peut tout d'un coup l'attraper et en mourir. C'est ça. Et ça peut aussi arriver, vous savez, vous vous sentez pas bien, vous faites votre test, vous avez la Covid. Et vers le 7e jour, la situation se dégrade et en quelques heures, vous vous retrouvez aux urgences. Et il faut vraiment prendre ça au sérieux. Moi, j'ai présent à l'esprit plusieurs cas de personnes connues de la population mahoraise, des élus par exemple, qui peinent à remonter la pente. Alors, ils ont sauvé leur vie.
mais ils vont rester durablement fatigués pendant plusieurs mois, avec une réelle difficulté, effectivement, à se remettre en forme. Alors, justement, Dominique Vonnet, un an que nous avons connu, en tout cas, cette crise sanitaire. On a fait, vous le disiez d'ailleurs justement sur ce plateau, que heureusement, en tout cas, que nos voisins réunionnais nous ont permis d'évacuer pas mal de patients. Qu'en est-il de ces patients? Est-ce que la plupart de nos patients que nous avons évacués, est-ce que sont revenus sains et saufs? Est-ce qu'on en a perdu pas mal? Quel est le bilan aujourd'hui? On a à peu près la même proportion de personnes qui ont présenté des situations très graves, voire qui sont décédées, à Mayotte qu'à La Réunion. L'Evassan n'a pas aggravé leur situation, elle ne l'a pas forcément améliorée non plus, ce qui indique d'ailleurs que la prise en charge à Mayotte est d'excellente qualité, comme elle l'est à La Réunion. Mais c'est vrai que la maladie est très grave et qu'on a évassané les patients qui étaient déjà intubés, ventilés, qui étaient dans un état stable, mais très préoccupant. Alors, il y a aussi le tracing, Dominique Vonnet. Tout le monde disait que, on a entendu certains nous dire, on m'a pas appelé, j'ai fait le test, j'attendais que l'ARS m'appelle. La personne qui était cas contact ou positif, qui était autour de sa famille, est-ce qu'on a pu remonter, appeler tout le monde, tous ceux qui sont ses proches, par exemple? Alors, moi, je n'invente pas d'agents dans les sous-sols de l'ARS qui seraient capables de faire du contact tracing. Donc, on fait le contact tracing très régulièrement. Mais au moment du pic de l'épidémie, on a été débordé par le nombre de cas simultanés. J'ai utilisé ce terme débordé, je le redis aujourd'hui, pas pour dire qu'on n'arrivait plus à assurer la prise en charge des patients, ça on a toujours été capable de l'assurer, mais pour dire que le contact tracing n'a pas été possible en temps et en heure pour chacun des 300-400 cas quotidiens qu'on a eu à un moment donné. Mais à un moment donné, d'ailleurs, le message, il était clair, il était pour tous les Mahorais. On était censé être confinés. Donc on n'avait pas forcément besoin de rappeler un cas contact pour lui dire isole-toi, puisqu'on était censé tous s'isoler. C'est ça. Donc c'est difficile de nous reprocher de ne pas avoir passé un message personnalisé à ceux qui étaient cas contact. Je dois aussi dire que certains cas contacts refusent de donner leur propre contact et refusent de s'isoler, refusent de se mettre en arrêt maladie. Donc je repasse le message. Si on veut éviter à nouveau des pressions en réanimation, il faut qu'on soit raisonnable. Revenons aux Evassan. Qu'en est-il de ces personnes évassanées depuis la Réunion en métropole? Alors 3 d'entre eux, 3 des 4, sont sortis de réanimation et sont en réadaptation respiratoire. Le sevrage, une fois qu'on se passe de la machine qui aide à respirer, il est parfois long, ça prend plusieurs jours ou plusieurs semaines, selon l'état initial du patient. Et la 4e personne est toujours en réanimation, mais elle est toujours en vie. Plus la durée d'hospitalisation s'allonge, plus les questions se posent sur la capacité de la personne à se rétablir. En même temps, on a eu des excellentes surprises. Vous vous souvenez de ce médecin mahorais qui, au début de l'épidémie, est resté 58 jours en réanimation et il s'en est sorti. Donc on baisse jamais les bras. Mais est-ce que d'autres sont prévus pour les Evassan? Non, on n'en a pas besoin. Alors, ces Evassan, elles ont eu lieu parce que la Réunion était saturée à plus de 90% en réanimation et qu'elle n'était plus en situation d'accueillir nos patients. À ce moment-là, l'épidémie s'est un peu tassée à Mayotte et on a été amené à moins évassaner vers la Réunion. Et la Réunion elle-même n'a pas été confrontée à la grande vague épidémique qu'elle craignait, avec la généralisation du variant sud-africain. Elle est peut-être encore à venir. Moi, vous me permettrez de me réjouir du fait qu'on ait eu notre vague épidémique avant la métropole, parce qu'on a pu bénéficier d'un important soutien du service de santé des armées, de la sécurité civile, de la réserve sanitaire, qui sont venus nous appuyer ici. Si on avait été en difficulté en même temps que les autres régions métropolitaines, ça n'aurait peut-être pas pu être possible. Donc comment les choses se passent? On a aujourd'hui 18 patients Covid en réanimation, sur les 23 patients qui étaient dans les lits ce matin. Sur les 18, une écrasante majorité est ventilée de façon artificielle. Et donc, ça reste un poids très lourd pour nous. Nous n'envisageons pas, si on peut s'en passer d'Evassan vers la Réunion. Et je voudrais en profiter pour dire quelques mots sur les Evassan. Certains me reprochent d'avoir eu recours à des Evassan vers la Réunion. Moi, je suis bien d'accord avec l'ensemble des personnes qui me disent la solution de fond, c'est de construire un nouvel hôpital. C'est pas ad vitam aeternam d'envoyer nos patients à la Réunion. Mais il y a 2 éléments. D'abord, si on va de crise en crise, l'énergie qu'on déploie pour lutter contre le Covid, elle n'est pas disponible pour construire le nouvel hôpital, pour construire le projet.
à l'hôpital, personne n'avait le temps de s'occuper de ça dans les 2 mois qui viennent de s'écouler. Donc j'espère bien avoir le temps, l'appui et l'argent pour franchir les étapes qui doivent être franchies rapidement maintenant. Le temps, j'espère l'avoir. L'appui, j'ai demandé et obtenu l'appui d'une inspectrice générale des affaires sociales, qui est d'ailleurs déjà venue 3 semaines pendant la crise Covid, pour m'aider à conduire ce projet, sachant que tous les autres dossiers sont aussi sur la table. Et puis l'argent, je suis allée la semaine dernière à Paris pour un séminaire des directeurs généraux des ARS des DOM, puisqu'on a des problèmes en commun qu'on tente de faire valoir par rapport à l'administration. Et d'ailleurs, on est assez largement écouté, je dois le dire. Dans le cadre du Ségur de la santé, nous avons j'ai pu décrocher pour Mayotte 65 millions d'euros pour les années qui viennent, qui vont compléter utilement les 176 millions d'euros qui nous avaient déjà été attribués pour construire le nouvel hôpital. Donc la séquence, elle est claire maintenant. Le plan d'investissement d'urgence pour l'hôpital, il est plus que temps. Moi, je ne veux plus entendre qu'il n'y a pas de berceau en néonatologie, qu'il n'y a pas de place dans les blocs opératoires pour accueillir, pour faire les pansements des jeunes brûlés, par exemple, et lancer le projet de nouvel hôpital. Où est-ce qu'il sera ? Sur la façade ouest de Mayotte. Impérativement. Il faut que ce soit une solution aussi pour les gens du sud, de Kanikeli jusqu'au nord, à Akoua, qui viennent aujourd'hui s'entasser dans les embouteillages de Mamoudzou. Et puis l'articulation entre les 2 hôpitaux, elle sera permise par une direction unique des 2 hôpitaux, par des services supports communs. Il faut qu'on ait une pharmacie commune, des commandes communes, une cuisine commune, etc. etc. Mais on aura évidemment une offre de santé bien meilleure. Si on avait eu le double de lits de réanimation que ce qu'on a aujourd'hui, on aurait été moins en difficulté. Justement, Dominique Vonnet, on a écouté un peu les syndicats par rapport à ces agressions, hein, à nos ambulanciers par exemple, et on écoutait les syndicats qui nous disaient ça serait bien aujourd'hui d'avoir quelques services dans les dispensaires, notamment par exemple à Dzoumonier, pour empêcher justement que des ambulanciers partent le soir et se faire caillasser la nuit. Est-ce que ça c'est possible rapidement? Oui, je ne veux pas être trop longue, mais quand même, notre facteur limitant, là, c'est pas l'argent. L'argent, on en a. Moi, chaque année, j'ai suffisamment d'argent pour financer tous les services qui seraient nécessaires pour les Mahorais. C'est évidemment les ressources humaines. Si on veut garder des femmes qui sont en train d'accoucher avec des grossesses à risque, par exemple dans les centres de périphérie, ça veut dire qu'il nous faut un gynéco-obstétricien, un anesthésiste réanimateur et un pédiatre pour prendre en charge le bébé. Oui. Et ça, on n'a pas. On n'a pas. Alors les gens disent, il n'y a qu'à Faucon. Évidemment, j'entends ça tout le temps. Il n'y a qu'à mettre en place des services de spécialité. On va les attacher, les médecins ? Un ophtalmologiste, un ORL, un cancérologue, un dermatologue, des obstétriciens, des réanimateurs. Là, on retombe un peu sur le désert médical. Alors moi, je ne parle pas de désert médical, parce que je trouve qu'il y a des médecins de qualité, des infirmiers, des sages-femmes de qualité. C'est pas assez pour la population de Mayotte, c'est sûr. C'est pas assez pour le niveau de soins qu'on veut fournir, notamment pour ce qui concerne les spécialités les plus rares. Des spécialités qui sont souvent manquantes en métropole aussi. Vous savez, des ophtalmos, il y a beaucoup de régions, il n'y en a plus du tout. Donc en attirer à Mayotte, c'est pas facile. Je suis en train de monter avec l'ancien président du syndicat national des ophtalmos français une coopération entre la Pitié-Salpêtrière, des ophtalmologistes libéraux qui vont assurer la formation de nos agents infirmiers ou orthoptistes mahorais pour pouvoir mettre en place cette filière à Mayotte avec un bloc ophtalmo qui sera mis en place dédié à l'ophtalmologie qui nous permettra vraiment de mieux répondre aux problèmes des Mahorais. Alors, Dominique Vonnet, pour revenir au vaccin qui est important, il y a eu beaucoup cette polémique avec l'AstraZeneca en métropole. On n'en a pas à Mayotte. Hein. Justement, heureusement, j'allais dire peut-être heureusement qu'on n'en a pas. Maintenant, l'autre question, c'est qu'il y a le vaccin Johnson & Johnson qui arrive au mois mi-avril en métropole. Son utilisation est plus simple, une seule mesure. Est-ce qu'il est efficace contre les variants? Est-ce que on l'aura à Mayotte? Alors, ça, je ne sais pas encore. Je sais que le Pfizer est efficace contre le variant sud-africain. Vous savez que notre dernier séquençage de prélèvements a montré que 100% des prélèvements montraient la présence du variant sud-africain. Donc, on fait attention à ça. Donc, on sait que le Pfizer est efficace. On sait qu'il est plus difficile d'utilisation. Mais je privilégie l'efficacité et la disponibilité. Et
on nous a attribué des grosses quantités de ce vaccin efficace et je souhaite qu'on puisse les utiliser. Donc ça n'est pas vrai que ça fait baisser la libido. Ça n'est pas vrai que c'est interdit de l'administrer pendant le ramadan. C'est un médicament qui est injecté sous la peau. C'est pas quelque chose qu'on ingère. Donc j'entends des rumeurs. Les cadis, les imams vont le rappeler à la mosquée. Ça n'est pas du tout interdit. C'est même conseillé de se faire vacciner. On m'a rapporté... On fait pas le ramadan. Oui, mais exactement. certains ont dit, regardez les méfaits, enfin les trucs secondaires de l'AstraZeneca, ça peut arriver aussi pour le Pfizer. Donc Non. on a peur Mais non, puisque c'est pas la même technologie. Vous savez que le Pfizer, c'est de l'ARN messager. L'AstraZeneca, c'est une autre technique. Mais je vais vous poser une question. Si vous allez en Guyane, vous êtes obligé de vous faire vacciner contre la fièvre jaune. Ou alors vous n'allez pas en Guyane. D'accord ? Et est-ce qu'on entend des gens qui disent « Ah non, moi je ne veux pas le faire, etc. » Non, si vous voulez voyager, vous devez le faire. Donc vous le faites. Et deuxièmement, est-ce que vous n'êtes jamais posé la question ? Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous allez faire vacciner vos enfants contre la polio, le tétanos, etc. Vous allez dire c'est quoi la marque ? Est-ce qu'elle est efficace, etc. etc. C'est-à-dire que moi je suis médecin, mais je ne suis pas pharmacologue. D'accord ? Donc on me dit le plus efficace des vaccins, c'est le Pfizer. Il est compliqué à utiliser pour moi, donc ça m'agace. Ça m'agace parce que ça demande une logistique terrible pour l'utiliser. Mais je ne veux pas dire que je fais confiance bêtement, parce que j'essaie de ne pas faire les choses bêtement. Mais je pense que les arguments sont réunis qui me permettent de dire allons-y. Et d'ailleurs, je me suis fait vacciner. Est-ce que vous pensez que ce sera obligatoire pour voyager ? On va gentiment vers cette idée. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire en Guyane. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels il faut un certificat de vaccination contre des maladies rares et graves. Pour la fièvre jaune, on a beaucoup de recul, donc on peut comprendre, on a moins peur, parce qu'obligatoire, mais on sait les choses. Avec là, le Covid, le vaccin arrive très vite. Les gens mais vous vous rendez compte dans quelle situation on est ? C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, on ne savait même pas ce que c'était ce germe, d'accord ? Oui. En quelques semaines, on a mis en place des tests. D'abord des tests PCR dans le nasopharynx, ensuite des tests salivaires, des tests autotests qu'on pourra faire chez soi, etc., etc. On a trouvé des vaccins. Au début, on se disait, mais ça va prendre des années de trouver un vaccin. On a trouvé des vaccins. Voilà, on a trouvé des vaccins. Et au lieu de se réjouir, on traîne les pieds. Vous avez vu ce dessin dans la presse, ce dessin humoristique qui disait quand est-ce qu'il arrive ce vaccin dont je ne veux pas ? On est un peu dans cette situation. S'il n'y avait pas de vaccin, on râlerait. Il y a du vaccin, on râle. Il n'y avait pas de masque, on râlait. Il n'y avait pas de masque, on râlait. On a des masques, on n'en veut plus. On entend tellement tout et n'importe quoi sur les vaccins qu'on se dit, oh là, moi vous savez, j'attends. Moi aussi à l'ARS, j'entends tout et n'importe quoi. Moi, j'ai consacré toute mon énergie à lutter contre le Covid pendant 2 mois. Et je ne veux pas que la société mahoraise relâche trop rapidement son effort. Et c'est une préoccupation partagée avec le préfet, avec le recteur. Et c'est pas facile de dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant qu'on déconfine. On a tous envie d'aller au restaurant. On a tous envie de pouvoir à nouveau se réunir en famille, sans limite. Ah ben on en a marre. Mais moi aussi j'en ai marre. Mais en même temps, j'en ai marre, mais je suis responsable. Et donc je préfère des ennuis pendant encore quelques semaines, jusqu'à ce que l'immunité collective soit acquise par le fait que beaucoup de personnes auront eu la maladie, je le regrette, mais aussi par le fait qu'elles vont venir se faire vacciner, je l'espère. Juste avant la question, un mot sur Mada. Est-ce que vous avez peur de ce qui se passe à Mada ? Vous savez que le président décide de ne pas mettre en confinement le pays, mais la situation devient inquiétante là-bas. Est-ce que ça vous inquiète par rapport à Mayotte ? Mais alors, tour à tour, on a vu des pays qui utilisaient des stratégies différentes. Vous vous souvenez, au début de l'épidémie, la Suède refusait de mettre en place des mesures de freinage et de confinement. Et ils ont eu une vague épidémique énorme avec beaucoup de morts. Et ils s'y sont ralliés. Donc je constate que certains chefs d'État, qui vendent d'ailleurs des extraits de plantes ou je ne sais quoi, refusent des mesures qui sont adoptées dans le monde entier. Moi je constate que les pays qui ont réussi à freiner le virus, ils ont combiné des mesures de freinage très efficaces et la vaccination. Et nous, on est en train de traîner les pieds pour la vaccination. Donc il faut qu'on se rapproche encore des habitants, notamment les personnes âgées. Mais moi, il y a beaucoup de personnes âgées qui me disent « Oh, mon fils ne veut pas m'emmener » ou « Mon fils pense que je ne devrais pas me faire vacciner ». Moi, je dis au fils « Attention,
tu prends pour ton père ou ta mère un risque énorme et tu n'auras jamais assez tes deux yeux pour pleurer s'il arrive quelque chose à ton père ou à ta mère. Justement, Dominique Voynet, au départ, on sait tous qu'il y a eu d'abord, pendant cette vaccination, la priorité à nos aînés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres que nous avons, qui baissent, est-ce que finalement on va dire à tout le monde, maintenant on peut tous se vacciner? Alors, la moitié de la continue sur la voilà, priorité. la moitié de la population de Mayotte a moins de 18 ans, et le vaccin il n'est pas autorisé pour les moins de 18 ans, vous savez. Hein, on n'a pas suffisamment de recul et le système immunitaire des jeunes n'est pas tout à fait le même que celui des adultes. Donc en fait, je me pose la question, puisque effectivement au début j'avais pas beaucoup de vaccins, vous vous souvenez, là on nous a vraiment attribué des quantités importantes de vaccins, je m'en réjouis, c'est le fruit d'un travail de sensibilisation important à Paris, mais du coup on a du stock de vaccins et je me posais la question d'organiser lors d'un prochain week-end une sorte alors pas de vaccinodrome, mais une sorte d'opération collective de vaccination où on ouvrirait la vaccination beaucoup plus largement à tout le monde. Alors, vous avez décidé, Dominique Voynet, d'ouvrir partiellement l'hôpital de Petite-Terre. Ça a marché. On a eu l'escrime qui est venu nous aider. Est-ce que là, c'est bon, on est lancé, on continue à garder l'ouverture? Alors, vous vous souvenez qu'on a ouvert alors que l'ensemble des travaux n'étaient pas totalement réceptionnés. Donc, on va refermer pendant quelques semaines le premier étage pour finaliser les travaux, parce qu'on n'a plus besoin des lits de médecine qui étaient au premier étage. On peut rapatrier les patients. D'ailleurs, on n'a pas rapatrié les patients au fur et à mesure qu'ils sortaient. On n'a pas fait rentrer d'autres en Petite-Terre. Mais on garde bien la permanence des soins et les petites urgences dans le nouveau local où les services du CHM vont prendre le relais de l'escrime dès le milieu de la semaine prochaine. L'escrime va se replier pour aller au secours d'autres territoires plus impactés que nous maintenant. Dominique Voynet, si la montée du Covid à Madagascar ne vous inquiète pas par rapport à Mayotte? Mais si, je suis inquiète. Mais l'inquiétude ne protège pas du danger. L'inquiétude ne protège pas du danger. Et comme je ne suis pas présidente de la République malgache, je n'ai pas de moyens pour impacter les décisions des autorités malgaches. Je pensais qu'on avait peur quand ça avait monté aux Comores et ça va arriver à Mayotte, il va y avoir des problèmes. Madagascar est plus loin, mais ça peut impacter Mayotte. Vous savez qu'il n'y a pas de vol régulier en ce moment, que toutes les personnes qui arrivent sur les plages sont testées à l'arrivée. Je n'ai pas beaucoup de données sur la circulation du virus et sur la présence du variant sud-africain. Je pense qu'il doit être très présent. Voilà. Si une proportion importante de la population de Mayotte l'a eu, on n'aura pas trop d'impact. L'étude de séroprévalence qui va commencer d'ici 2 semaines va nous permettre d'en savoir davantage. Et encore sur les variants, on parle du sud-africain, mais est-ce qu'il y a un risque que le britannique arrive à Mayotte et nous refasse une 3e vague ou une 4e vague? Le risque existe et tous les 15 jours, on envoie en séquençage à Paris tous nos prélèvements positifs de la journée à la recherche de recombinaisons du virus entre plusieurs variants et à la recherche effectivement de nouveaux variants. Parce qu'à l'époque, vous savez que c'est pas la peine parce qu'on sait que c'était sud-africain. Donc là, vous recommencez à faire. Alors, c'était pas la peine d'envoyer tous nos prélèvements tous les jours, mais on le fait quand même 2 fois par mois. Okay. Plutôt comme veille à la recherche éventuellement de nouveaux variants. Vous savez qu'un nouveau variant qui a été pour la première fois détecté à l'hôpital Henri Mondor... on parle du breton qui est non détectable? Non, pas le breton. Le breton, il n'est pas à Mayotte. Voilà. Mais il y a un variant qui avait été détecté à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, qu'on nous avait signalé comme étant possiblement à Mayotte. On avait trouvé 3 cas il y a à peu près 1 mois. C'est des personnes qui se sont bien isolées, qui n'ont pas transmis à personne. On n'a plus retrouvé depuis. Merci Dominique Voynet d'être venu ce matin pour faire un point. C'était important. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.